La pluie avait la mémoire d'un silence qui jugeait. Elle battait contre le béton froid de l'entrée, dessinait des rivières sur le pas, et traçait sur le visage d'Amina des voies d'eau trop semblables à des larmes. Dans ses bras, le petit dormait contre sa poitrine, plié comme un secret qui ne demandait qu'à rester caché. À quelques mètres, la porte de la villa venait de se refermer avec un bruit sec, définitif. Le claquement résonna comme une sentence. La robe, celle qu'on lui avait imposée comme une épreuve et un verdict, pendait encore sur le cintre blanc dans la chambre, trop étroite, trop courte selon tous les commentaires. On lui avait dit « Dans 2 semaines, il faut rentrer dans cette robe ». On lui avait répété « Pour l'image de la famille, pour les dîners, pour le regard des autres ». À force de répétition, la demande avait pris la forme d'un ultimatum. Elle qui, quelques années plus tôt, avait cru au nous avec la même naïveté sereine que l'on donne à l'avenir, se retrouva devant la pluie, avec un bébé et une valise légère comme une humilité. Les voisins remarquaient toujours les silhouettes qui faisaient le monde. Ici, les silhouettes parlaient. Les invités au cocktail d'été connaissaient les noms, les anniversaires, les trajectoires. Ils les commentaient entre un toast et un cendrier. La villa de Stéphane était une carte postale. Marbre poli, façade vitrée, une haie qui criait discrétion. Madame Céleste orchestrant les réceptions avec un sourire d'architecte social, corrigeant les plis des serviettes comme elle corrigeait les défauts de caractère. Tout se jouait dans les ombres du paraître. Il y eut des jours où Stéphane aimait Amina d'une façon qui la rendait invincible. Il la prenait par la main dans les marchés, il riait de ses maladresses, il la regardait comme on contemple un tableau qu'on vient de découvrir. Mais l'amour peut se métamorphoser quand il apprend à lire l'opinion publique comme on lit un quotidien, avec avidité, avec peur. Stéphane avait commencé à compter les sourires des autres avant les siens. Madame Céleste, maîtresse de cérémonie et de morale, ne manquait jamais une occasion d'élargir la marge du jugement. Un mot trop bas, une remarque détournée, et la balance d'un foyer se penchait vers la honte. Les fractures s'étaient d'abord manifestées en murmures. Tu veux qu'elle soit la mère parfaite, mais... À table, des silences quand Amina demandait une portion de plus. Lors des soirées, ces regards qui dévoraient la chair comme on évalue une marchandise. Le contrôle se glissa dans le quotidien, avec la discrétion d'un poison lent. Les sorties furent restreintes, les amis évoqués comme des distractions superficielles, la liberté réduite à des horaires. On lui imposa des menus et des portions sous prétexte de santé, mais les ordres portèrent l'empreinte d'un autre motif, la discipline de l'image. La première humiliation publique fut une mécanique parfaitement huilée. Un gala de charité, lumière et appareil photo, invitation soigneusement sélectionnée, où la présence d'Amina n'était qu'un accessoire. Elle s'y rendit comme on se présente à un interrogatoire, maquillée mais épuisée, rêvant de ce regard familier qui la soutenait autrefois. Stéphane, impeccable, l'amena dans un halo de flash. Les compliments affluèrent, superficiels, les chuchotements suivirent. Elle a un peu pris du poids, lancé comme une boutade, reçu comme un verdict. Madame Céleste, telle une statue, la salua avec une froideur polie. Les conversations roulèrent autour des projets élégants de Stéphane et de la silhouette idéale de Léa, une connaissance mondaine, mince, jeune, qui souriait comme on porte une robe neuve. Cette nuit-là, Amina dormit mal, le ventre serré par une angoisse sourde qui n'avait pas de nom. Elle se réveilla plusieurs fois pour vérifier le bébé, pour écouter la respiration régulière de l'enfant et comparer la constance de ce rythme à la fragilité des promesses. Elle se surprit à relire mentalement des bouts de leur histoire, comme on relit des lettres, le premier dîner, la surprise des 12 mois, les projets chuchotés contre la fenêtre. Les souvenirs étaient des cassettes qu'on rembobinait encore et encore, jusqu'à ce que l'enregistrement perde son sens. Puis vint l'ultimatum. Pas cruel par sa formulation, mais absolu par son innocente précision. Choisis. Ou c'est moi qui choisis pour nous. Il y eut une robe, une taille, un rendez-vous pour rentrer dans un modèle qui symbolisait tout ce qu'on attendait d'elle.
On parla de transformation comme on parle d'un accessoire. On oublia que son corps venait d'héberger, bercer et nourrir un enfant. On oublia la fatigue des nuits, le prix de l'amour en petites attentions invisibles. Dans le langage du foyer, la maternité se transforma en complication esthétique. Amina accepta, non pas parce qu'elle aimait la robe, mais parce qu'elle aimait leur histoire et croyait qu'on pouvait corriger les blessures par des preuves tangibles d'effort. Elle s'était promise d'entrer dans la robe par respect pour ce qu'ils avaient bâti. Les jours de préparatifs furent une succession de privations extérieures commandées et de violences intérieures tues. Les remarques de Stéphane, au début anodines, prirent la couleur d'une exigence constante. Quand elle n'atteignait pas le nombre de kilomètres, il appelait cela de la négligence. Quand elle n'obtenait pas un sourire lors d'un essai, il l'accusait de faiblesse. Les mots, calibrés et mesurés, firent leur œuvre. La scène de la soirée de la décision se fixa dans sa mémoire comme une plaque photographique. Ils avaient convié quelques proches pour fêter un projet de Stéphane, sous le prétexte d'une mise au point familiale. La robe attendait dans la chambre, comme un juge en soi. Amina, tremblante, la passa. Elle se regarda dans le miroir et se dit que la vérité ne devait pas forcément être belle pour être juste. Elle voulut croire à la reconnaissance, à l'apaisement. Mais sous les néons, sous les regards impatients, la robe refusa de sceller le mensonge. Elle ne ferma pas. Les yeux de Stéphane se durcirent. Madame Céleste, dans un mouvement de reproche retenu, s'éclaira d'une pitié mal placée. Quelques invités, malveillants ou simplement curieux, échangèrent des sourires qui valèrent des verdicts. Ce furent des instants rapides, hachés. Un rire étouffé, un téléphone brandi, la silhouette d'un jeune homme qui désigna la robe et fit un commentaire entendu. Et puis la phrase, froide et calibrée, qui ne laissa aucune place au dialogue. « Je ne peux pas rester dans une maison qui ment sur ce qu'elle est. » Le « je » était une lame. Amina sentit l'espace rétrécir autour d'elle, comme si la villa avait décidé qu'elle n'appartenait plus au décor. La pluie commença comme une menace et devint un rideau. On la poussa dehors. La porte, énorme et glorieuse, se referma sur un monde dont elle venait d'être exclue. Un cliquetis d'eau sur la valise, un éclat de lumière sur la poussette, et le froid qui saisit les envies. Elle se retrouva debout, le bébé dans les bras, la robe que l'on avait refusée sur les épaules comme une ironie. Les voisins, curieux, n'eurent que des regards, mais ces regards firent déjà partie du cœur de l'humiliation. Dans la rue, elle chercha du regard. Là où elle espérait un soutien, il n'y eut que la résonance sourde du départ. La voiture de Stéphane partit sans s'arrêter. Les phares s'éloignèrent comme une promesse envolée. Le monde s'estompa en avant, barrant la route d'une vie qu'elle croyait immuable. Elle resta, sous la pluie, et sentit la honte comme une eau salée qui coulait sur sa peau. Le bébé s'éveilla, civilisé par les battements de son cœur, et pleura d'un cri petit mais entier. Elle pressa ses doigts autour de la nuque fragile et pensa qu'elle ne lui ferait pas une vie de cendre. Elle n'était pas prête à se laisser réduire. Elle appela Marc parce que l'appel fut le geste logique d'un être qui a su, autrefois, tendre la main sans juger. Marc connaissait la fragilité humaine. Il avait appris à l'accepter et à la recoudre. Coach, mentor, ami, les titres importèrent moins que la chaleur qu'il savait offrir comme on offre un manteau. Sans manière dramatique, il arriva. Sa voiture contenait un plaid, un thermos de thé et une patience qu'il mit sur la table comme on pose une offrande. Il ne demanda pas de détails inutiles, ne força pas de mots. Il prit le petit, vérifia qu'il respirait, puis regarda Amina avec une grave douceur. « Tu n'as pas à prouver quoi que ce soit, » dit-il simplement. Les premières nuits après la porte fermée furent faites de petites réparations. Marc alla chercher des choses pratiques, médicaments, un siège auto, une valise plus solide. Il lui trouva un studio modeste, chaleureux, aux murs un peu défraîchis, mais qui laissait entrer la lumière. Là où la villa affichait du marbre et du verre, le studio de Marc répondait par des rideaux colorés, des plantes en pot et des tissus. La différence n'était pas seulement matérielle, elle tenait à la noblesse de l'accueil.
Là, chaque tasse de thé avait le sens d'un geste qui protège. La reconstruction ne fut pas un montage miraculeux. Elle se déploya comme un jardin après l'hiver. D'abord des pousses timides, puis des tiges plus décidées. Marc proposa un plan simple, respectueux. Sommeil régulier pour l'enfant, repas sains et nourrissants, exercices progressifs adaptés, paroles pour dire les douleurs. Il refusa les discours culpabilisants. Il lui fit comprendre que le corps raconte des histoires, maternité, privation, stress, et qu'il fallait lui offrir du temps plutôt qu'une punition. La vraie force, dit-il, c'est d'apprendre à écouter ton corps, pas de le forcer. Elle commença par écouter. Les promenades devinrent des petites victoires. Traverser le marché, sentir les odeurs, choisir des légumes, parler avec des vendeurs qui ne jaugeaient pas. Elle redécouvrit le goût des repas cuisinés lentement, savoureux et riches en main tendue. Marc la jeûnait de la rhétorique de l'image et l'invitait à une autre vérité. Prendre soin était une rébellion contre la culture du jugement. Peu à peu, la fatigue recula. La colère s'ancra dans une résolution plus calme. Amina réapprit à rire, d'abord étranger et secoué, puis plus sonore, plus sincère. Un jour, une photographe amie de Marc la remarqua. Non pour la faire entrer dans une robe, mais pour capturer une vérité. La lumière sur le visage d'une mère qui tenait son enfant. Le shooting fut modeste, improvisé au bord du fleuve, avec un vieux drap blanc comme décor. Les photos que la photographe remit plusieurs semaines plus tard n'avaient rien d'un manifeste. Elles portèrent la beauté d'une femme qui avait traversé et gardait une trace d'humanité. Des clichés naturels, sans retouches agressives, où les rides du sourire se mêlaient aux échos de la maternité. Ces images furent le premier souffle d'un retour. Elles circulèrent d'abord dans un cercle restreint, reçues comme des cartes postales d'une résilience silencieuse. Un petit blog local republia une photo, avec un texte simple. La beauté qui tient un enfant. Le mot « beauté » commença à se réinscrire selon d'autres critères, moins tranchants, plus vivables. Rapidement, un journaliste indépendant contacta Amina pour un portrait. Il cherchait d'autres voix dans la ville, celles qu'on a réduites au silence par la tyrannie du paraître. Elle accepta, non par désir de revanche, mais par volonté de raconter ce que l'on ne voulait jamais entendre. Pendant que la vie d'Amina trouvait de nouveaux contours, Stéphane faisait d'autres choix. Il trouva en Léa une alliée dans le monde qu'il ambitionnait d'habiter, légère, souriante, conforme. Leur mariage fut célébré dans un éclat de photos soigneusement filtrées. L'événement fit la une des rubriques mondaines pendant quelques heures. Pour Stéphane et Madame Céleste, tout semblait retrouver un équilibre d'apparence. Mais l'obsession du paraître peut être un levier dangereux. Il faut investir et maintenir, acheter et prêter, jouer sur des apparences qui exigent des ressources. Les dettes se tissent souvent dans l'ombre des sourires. Les premiers signes d'érosion n'étaient pas spectaculaires. Factures oubliées, contrats mal renégociés, des mots de remerciement qui tardent et qui ne viennent pas. Des huissiers, d'abord lointains comme des ondes dans un verre, commencèrent à donner des nouveaux rythmes à la vie de Stéphane. Madame Céleste feignait l'indifférence tout en polissant des souvenirs. Mais le moteur principal qui remuait les événements n'était pas encore visible. Il percolait, prêt à éclater, logé dans des dossiers, des comptes, des rencontres que personne n'avait encore voulu examiner à la lumière. La reconstruction d'Amina avança par étapes pratiques. Un contrat pour un shooting de mode local, un rendez-vous avec un styliste qui appréciait la singularité, des invitations à parler dans des écoles de jeunes mères. Son fils, désormais plus solide, riait davantage. Elle apprit à recevoir l'air libre comme une preuve d'existence. Marc restait à la périphérie de sa vie, présent sans mendier une place. Leur relation se modela sur le respect, un contre-exemple à l'agressivité autrefois subie. On voyait en Marc non pas un sauveur romantique, mais un phare. Il éclairait sans prendre possession, il protégeait sans exiger. Pourtant, la tranquillité qu'elle reconstruit ne l'empêchait pas d'observer, avec une vigilance nouvelle, les signes contradictoires du passé. Quand la presse mondaine parla du mariage de Stéphane avec Léa, elle sentit une piqûre, celle d'une histoire qui n'était pas encore terminée.
Elle se surprit à garder de petits objets, des traces minuscules, un reçu oublié sur un coussin, le bord d'un ticket, une photo où l'ombre d'un autre visage ne lui appartenait pas. Elle comprit que la vérité a parfois des commencements anodins. Un papier mal classé, un rendez-vous oublié, un mot laissé par mégarde. Ces choses seraient, pensa-t-elle, des indices qui, plus tard, forgeraient la possibilité de dévoiler. Un matin, alors qu'elle rangeait une boîte de vêtements que Marc l'avait aidée à trier, Amina trouva un petit carnet coincé entre deux pulls. Il n'était pas à elle. À l'intérieur, des dates, des adresses et des noms griffonnés d'une écriture qu'elle connaissait. Elle sentit l'air se refroidir, comme devant une fenêtre ouverte sur le vrai. Le carnet n'était pas une preuve complète, seulement un fil. Mais les fils, bien tirés, défont les tissus les mieux tissés. Elle referma le couvercle de la boîte, comme on referme une plaie qui ne veut pas guérir encore. Elle posa le carnet sur la table, à portée de main, et ne dit rien. Ce soir-là, elle regarda son fils dormir et pensa à la responsabilité d'une mère. Protéger, oui, mais aussi obtenir justice, non par vengeance, mais par vérité. La pluie recommença, différente, comme si le même ciel savait tout et ne jugeait plus. Amina, debout à la fenêtre, vit les lumières de la ville qui scintillaient comme des promesses à la fois fragiles et possibles. À l'intérieur, la petite lampe diffusait une chaleur douce. Elle posa sa main sur le carnet, laissant les mots inconnus glisser sous ses doigts comme des promesses imprudentes. Il y avait désormais une direction, une ligne simple qui conduirait, si elle le décidait, de la reconstruction à la révélation. Mais avant la révélation, il y avait le temps de rassembler, d'organiser, de faire des preuves, une chose irréfutable. Elle ne prit pas de décision hâtive. Dans les nuits qui suivirent, tandis que la ville s'éteignait, elle écrivit des noms, des dates, des souvenirs pauvres en gloire, mais riches en vérité. Elle demanda à Marc ce qu'il en pensait, non pour obtenir une solution miraculeuse, mais pour prendre appui sur une prudence qui est un rempart contre l'impatience. Marc l'écouta toujours, répondit par des questions plus que par des directives. Comment veux-tu que cela soit fait? Que souhaites-tu protéger? Et qui sera blessé si on expose? Il parlait la langue des conséquences, et Amina apprit que la force a aussi besoin de sagesse. Le matin venu, elle prit rendez-vous avec un avocat ami d'un ami, pas pour mettre en scène une vengeance, mais pour comprendre les chemins légaux possibles, les preuves nécessaires, les limites réelles. La loi peut être lente, la vérité et la patience plus rapides. Elle accepta de garder le carnet, d'en faire des photocopies, de documenter chaque petit élément. Chaque preuve devait être une pierre solide dans le mur de sa dignité retrouvée. Elle avait compris que la mise à nu d'un mensonge demande de la méthode, pas de la fureur. Les jours suivants, tandis qu'elle consolidait son réseau, photographes, journalistes indépendants, petites agences, l'attention envers elle augmenta. Ce n'était pas encore la consécration, mais une reconnaissance timide. Des gens qui voyaient la sincérité de son visage, méditant sur la beauté de l'être au-delà du vêtement. On la proposa pour des interviews, de petites conférences. On l'invita à raconter son histoire à des groupes de mères. Elle accepta avec la retenue d'une femme qui ne voulait pas que sa douleur devienne spectacle. Sa voix, au fil des rencontres, prit une ampleur mesurée. Elle parlait d'exigence sociale et de dignité. Le public écoutait, souvent surpris par la justesse de ses mots. Pendant ce temps, dans les coulisses du monde de Stéphane, quelque chose bougeait, sournois et étouffé. Des rendez-vous nocturnes, des comptes qui tournaient autour d'entités obscures, des signatures sur des documents qu'on gardait trop près du gilet. Les apparences demandaient un prix. Stéphane, en héros d'un théâtre qu'il croyait maîtriser, signa des chèques et des accords avec la confiance de celui qui ne mesure pas la chute. L'argent, parfois, s'enfuit par des fissures invisibles. Madame Céleste, malgré sa fierté, commença à consulter des chiffres que les yeux seuls ne réparent pas. Amina en vint à comprendre que la vengeance dont elle rêvait n'était pas un acte hâtif, mais une mécanique délicate.
Il fallait laisser le mensonge se déployer pour mieux le saisir. Elle ne voulait pas d'une humiliation cruelle, elle voulait la vérité, telle qu'elle pourrait être présentée au grand jour, avec des preuves que personne ne pourrait nier. Le carnet qu'elle avait trouvé ne lui disait rien encore. Il n'était que le premier maillon d'une chaîne. Mais la chaîne, une fois tirée, pouvait emmener à l'enterrement d'une image, pas d'un homme, creusa-t-elle en elle, mais d'une réputation fabriquée. Là, au seuil d'un nouveau matin, le route bifurquait. Elle n'avait pas encore décidé comment tirer ce fil. Les options se présentaient comme des chemins sur une carte ancienne. L'exposer publiquement lors d'un événement, le remettre à la presse, le déposer entre les mains d'un huissier. Chacun avait un prix, chacun portait une conséquence. Elle posa la main sur le carnet, regarda son fils qui ouvrit les yeux comme un soleil timide et sut que la suite demanderait plus que du courage, de la mesure, du temps et un dessein clair. Le secret existait. L'enterrement pouvait être préparé, mais il fallait d'abord rassembler les pierres d'un édifice inattaquable. Elle ferma la fenêtre, remplit une tasse de thé et entreprit de tracer un plan qui ne ressemblerait à aucune revanche vulgaire. Une action qui élèverait plutôt qu'elle ne détruise. Le monde, dehors, continuait d'ignorer ce fragile travail de vérité. À l'intérieur, les petites mains du quotidien remettaient à leur place les morceaux d'une vie qu'on avait tenté de briser. Amina, désormais, n'était plus seulement une femme qui avait perdu une maison. Elle était une force tranquille qui préparait la suite, avec la patience d'une femme qui sait qu'on ne construit une victoire qu'avec des éléments concrets, implacables. Le carnet resta sur la table, petit objet lourd de promesses imprudentes. Les jours suivants, Amina n'en fit pas un trophée ni un fardeau qu'on brandit. Elle le traita comme un chantier. On l'ouvrait, on en copiait les pages pertinentes, on recopiait les dates, on notait les adresses au dos d'une enveloppe. Chaque nom devint une destination, chaque ligne un point de rendez-vous à vérifier. La prudence guidait ses pas. La colère, elle, patientait comme une braise sous la cendre. Elle alla voir Aya, la journaliste indépendante qui l'avait déjà approchée pour un portrait. Aya n'était pas une soi-disant alliée des grandes unes. Elle avait l'instinct de ceux qui voient sous la brillance. À la terrasse d'un petit café qui sentait le café brûlé et les discussions tardives. Amina déplia le carnet. Aya écouta, regarda, posa des questions sans émotion théâtrale, juste des répliques précises comme des outils. Si tu veux l'exposer, il nous faut témoin, document, quelque chose qui lie objectivement Stéphane à cette autre vie, dit-elle. La première rencontre fut difficile. Nadia vivait de l'autre côté de la ville, dans un quartier où les façades respirent moins d'opulence que de longues histoires. Elle n'était pas l'image attendue d'une rivale hollywoodienne. Elle était usée par le quotidien, mais ses mains portaient une force tranquille. Elle cousait, rangeait, assurait. Elle avait un garçon de 6 ans, Youssef, qui ressemblait sans détour à une photographie cachée. Quand Amina la trouva, Nadia la regarda comme si elle venait d'un pays connu par le cœur, pas par la rumeur. Il y eut au début une méfiance froide. Puis, quand les mots et les preuves commencèrent à s'aligner, une reconnaissance. « Tu as aussi ce carnet ?» Nadia tendit des enveloppes qu'elle gardait comme on conserve des avances sur la vérité. Quelques reçus, des messages, des photos prises en catimini, une lettre froissée où l'on sentait encore la trace d'un baiser, et, plus solide que tout, une copie d'un acte de naissance. Le nom de Stéphane figurait sous la rubrique « Père ». Les preuves étaient là, humbles et terribles. Des virements bancaires réguliers, des promesses non tenues, des mots d'amour dits plus tard que la peur ne le permettait. L'image d'un homme qui menait 2 existences, 2 maisons, 2 routines séparées par des portes que parfois il refermait en courant. Amina sentit alors ce mélange curieux de pitié et d'indignation, cette double onde qui la traversait comme un coup de vent. Elle regarda Nadia, vit dans la saleté douce du regard de l'enfant les traits qui lui rappelaient tant de gestes familiers. Elle pensa à son fils, à la responsabilité des mères, à la valeur des vérités dévoilées. Nadia n'était pas là pour voler quoi que ce soit. Elle cherchait la justice d'une reconnaissance simple,
la preuve qu'on n'efface pas un enfant comme on efface une page. Elles se lièrent par un pacte silencieux. Elles allaient rassembler, documenter, protéger. Elles allaient éviter les pièges de la vengeance gratuite. Elles voulaient la vérité, nette, incontestable. Aya prit tout en charge côté média, photocopie certifiée, ordre d'huissier, sauvegarde numérique. Medoumbia, un huissier courtois mais implacable, accepta de recevoir des éléments et d'attester l'authenticité des pièces. L'opération prit des allures d'un travail artisanal. On scanna, on arrima des témoignages, on arma chaque preuve d'un double contrôle. La patience fut la clé. Plus l'imprimé se multipliait, plus la fuite d'excuses devenait difficile. Pendant ce temps, Amina continuait d'emmener son fils à l'école, de répondre aux emails, de faire des interviews où sa voix restait mesurée. Ses apparitions publiques étaient des leçons de retenue. Elle parlait, elle racontait, mais sans fureur. Les mots qu'elle choisissait appartenaient à la dignité, pas à la démolition. Chaque apparition ajoutait un fil à la toile qui redevenait solide autour d'elle. Les propositions arrivaient, un petit contrat pour un reportage, une invitation à une table ronde sur la maternité. La notoriété qui venait à elle était différente. Elle ne se mesurait pas en paillettes, mais en écoute. Stéphane, de son côté, vivait une mécanique différente. Il sentait, sans en nommer la nature, que quelque chose se resserrait. Il avait toujours pensé maîtriser les bruits. Il avait appris à supprimer les traces, à signer avec des intermédiaires, à mettre des distances. Mais la vie double impose des dépenses, des oublis, des erreurs. Une facture restée impayée devint un portail, une signature mal blanchie, un reçu qui parlait. Madame Céleste continuait de dealer son image comme d'habitude, mais parfois sa main tremblait devant des documents. Léa, jeune épouse, était plus bruyante dans les fêtes et plus silencieuse dans les couloirs. Les apparences exigeantes demandent parfois des sacrifices que l'ego ne voit pas. Les premières lettres recommandées arrivèrent. Medoumbia posa ses visites comme on plante un jalon. Amina observa tout cela avec la rigueur d'un horloger. Elle n'attendit pas d'être poussée par la rage. Elle mena l'action comme si chaque pièce était une pierre angulaire d'un procès moral qu'elle ne voulait pas perdre. La stratégie naquit d'une conversation nocturne avec Marc. « Si tu veux que cela compte, » lui dit-il, « il faut que ce soit construit pour durer. Pas juste un coup de théâtre. Il faut faire en sorte que la vérité ait des effets concrets. » Il parla de huissiers, de presse, d'instances sociales. Il pensa à des lieux où la lumière publique serait inévitable. Le lieu choisi fut symptomatique. Stéphane se préparait à inaugurer un centre communautaire. Une façade généreuse pour une philanthropie soigneusement mise en scène. On l'avait invité comme bienfaiteur. On devait dévoiler une plaque. Il devait apparaître entouré de sourires. Le centre, pour la ville, représentait une main tendue. Pour Stéphane, c'était une stratégie, un parachute doré qui donnait de l'éclat à son nom. Le dévoilement de la plaque avait été largement annoncé. Photos, discours, coupe de ruban. C'était le genre d'événement où il serait difficile pour lui de fuir le regard du public. Amina réfléchit longuement à la façon d'intervenir. Elle n'envisageait pas, à aucun moment, de faire de la scène un tombeau de douleur. Elle voulait que la vérité soit délivrée dans une forme qui rende l'action irréfutable. Avec Aya, Medoumbia et Nadia, elles montèrent un plan précis, légal, irréprochable. Le jour de l'inauguration, Aya, prévenue, obtint l'autorisation d'un court passage vidéo à diffuser pour présenter le projet social. Ce passage était généralement un montage de remerciements. Personne ne pensait qu'il pourrait contenir autre chose que des images de rubans et de sourires. Le matin de l'événement, la ville sembla respirer différemment. Des banderoles, des bouquets, des sourires d'usage. Amina sortit de chez elle avec la même simplicité et la même intention qu'un matin ordinaire. Elle prit son fils, fit un baiser sur son front, et partit. Elle n'était pas là pour l'humiliation. Elle était là pour la vérité. Marc accompagna, distant, solide. Nadia vint aussi, avec son petit Youssef, vêtu d'une robe modeste, le regard fixé sur quelque chose qui ne cherchait pas à frapper. La cérémonie suivit son cours. Discours poli,
la journaliste locale qui parla de la générosité du mécène, un court film montrant des images d'enfants qui jouaient dans des salles repeintes. Puis vint le moment du remerciement filmé. Aya remit une clé USB à la régie, officiellement pour montrer l'histoire derrière le projet. Personne parmi les organisateurs ne se douta qu'un fichier différent était inséré. Lorsque les images défilèrent sur l'écran géant, la salle pensa d'abord voir des témoignages conventionnels. Puis l'image changea. On vit des documents. D'abord des photos. Stéphane serrant la main d'un petit garçon dans un salon modeste. Une photo de lui avec Nadia, prise dans un coin de rue, non retouchée, nette. Puis des copies d'écran, virements réguliers, dates alignées. Une image montra un acte de naissance, le nom de Stéphane bien lisible. Les murmures commencèrent, puis la stupéfaction gagna. Aya, en voix off, expliqua calmement: « Voici des éléments corroborant l'existence d'une autre famille, tenue à l'écart de la vie publique. » Les mots tombèrent comme des pierres. Stéphane pâlit d'abord. Son sourire se figea, puis se fissura. Les invités cherchèrent des explications dans son regard. Madame Céleste se raidit comme une sculpture. Léa perdit sa couleur. Les flashs crépitèrent. Les organisateurs, pris au dépourvu, ne surent réagir. C'était une rupture parfaitement orchestrée. Preuves officielles, huissier présent qui confirma la véracité des pièces, témoignage de Nadia qui se leva et dit simplement « C'est mon fils, il a droit à un nom ». Sa voix ne trembla pas. Elle ne cria pas, elle dit une vérité. Le tumulte fut immédiat. Certains cherchèrent à protéger l'image, d'autres à se désolidariser. Des journalistes présents prirent des notes, des téléphones enregistrèrent. La police arriva, appelée non pas pour violence mais pour l'ordre. Medoumbia remit des attestations. Les administrateurs du centre, choqués, tentèrent d'éteindre l'image, mais le mal était fait. Les réseaux avaient déjà commencé à capter. L'affaire franchit les murs du centre comme une eau qui trouve une faille. Stéphane tenta une défense. « Il s'agit d'un malentendu », balbutia-t-il, mais ses mots sonnaient faux dans la salle. Les preuves parlaient d'elles-mêmes. Diane, une amie de façade, murmura à l'oreille de Madame Céleste. Celle-ci, blessée dans son orgueil, fit un pas en arrière et, pour la première fois, hésita. Les salons de l'aristocratie sociale ne savent pas où mettre le scandale. Ils l'enterraient souvent sous des mensonges propres. Mais la combinaison d'éléments légaux, médiatiques et humains qui avaient été rassemblés par Amina rendit l'enfouissement impossible. Il y eut des conséquences rapides et concrètes. Les banques reçurent des requêtes, des comptes furent gelés pour vérification, des contrats furent suspendus. Des huissiers se présentèrent à la villa, où autrefois la force du paraître avait dicté les règles. Ils prirent des inventaires, constatèrent, scellèrent. Madame Céleste chercha à maintenir une façade, mais elle sentit la terre se dérober sous ses talons. La presse, toujours avide d'images, peignit un spectacle où l'orgueil perdait ses ornements. Pour Stéphane, la chute fut lente dans son intensité mais rapide dans ses effets. Les amis qu'il avait fréquentés pour l'éclat du monde prirent des distances. Les contrats qui lui procuraient crédit et visibilité furent remis en cause. Léa, qui n'avait pas connu la complexité entière de l'homme qu'elle avait épousé, partit, effrayée par l'ampleur de la disgrâce. Les créanciers avaient désormais des preuves tangibles pour faire valoir leurs droits. La villa, perçue comme un repère d'image, commença à être visitée par des papiers officiels. Amina fut parfois au centre d'un tumulte qu'elle n'avait ni cherché ni préféré. Les commentaires allaient de la vindicte au soutien. Elle savait que chaque phrase qu'elle prononçait serait mesurée, balancée, retournée. Mais elle avait pris sa décision. Faire tomber un mensonge de manière publique, pour que la vérité protège les enfants, pour que la duplicité ne continue pas à courir sans entrave. Elle garda son calme. Dans les nuits qui suivirent, elle reçut des messages de femmes qui confiaient des histoires semblables, des appels de mères inquiètes, des demandes d'aide. Son téléphone devint un fil de vie à rapiécer. La ville n'était plus la même pour Stéphane. Là où il trouvait jadis des mains prêtes à applaudir, il rencontra des silences. Il fit face à des entrevues où l'on demandait des comptes, des réunions de banque, des lettres de sceau. Il regarda la plaque du centre qu'il avait inaugurée
et la vit désormais comme un rappel cruel. L'apparence qu'il avait cultivée lui était devenue étrangère. Il se retrouva seul dans des pièces meublées, entouré d'objets qui reflétaient une vie construite pour être vue, non vécue. Dans ces heures de dénuement, il y eut des signes d'humanité, pas pour le sauver de ses conséquences, mais pour rappeler la fragilité d'un homme réduit à ses choix. Un soir, voyant des images de sa vie à la télévision, il s'effondra en larmes. Ce n'était pas un spectacle théâtral. C'était la solitude pleine et nue d'un être qui faisait face au vide laissé par ses mensonges. Il envoya des messages, des mots d'excuses qui sonnaient plus tardifs que ceux qui guérissent. Amina lut certains d'eux. Elle répondit une seule fois, avec dignité. « Tu dois assumer ce que tu as créé. » Elle n'alimentait ni la vengeance ni la haine. Elle construisait. La chute sociale fut accompagnée d'un effondrement financier prévisible. Les créanciers réclamèrent, des huissiers vinrent, des saisies eurent lieu. La villa, autrefois polie et froide, fut dépeuplée. Madame Céleste connut à son tour la honte d'être la mère de quelqu'un discrédité. Son image, précieuse, se craquela. Les commérages des salons changèrent de ton. L'indignation succéda aux commentaires mondains. Mais la scène la plus décisive fut peut-être ailleurs, dans la manière dont la ville accueillit un nouveau visage. Amina, malgré la tempête médiatique, continua de participer à des actions de terrain. Elle inaugura, avec Nadia et d'autres femmes, des ateliers pour mères isolées, des groupes de parole, des formations. Le mot « fondation » fut prononcé, non pour l'éclat, mais pour l'effet durable. Le jour de l'ouverture officielle, on posa une plaque simple pour les mères qui tiennent le monde. Marc tenait la main d'Amina dans la foule. Il n'y avait pas de folie romantique dans ce geste, juste la reconnaissance d'un compagnonnage solide. La consécration d'Amina ne prit pas la forme d'une couronne factice. Elle arriva par invitation à parler, par des appels pour diriger des programmes, par des lettres d'autres femmes qui lui contaient comment, grâce à ces mots, elles avaient obtenu une aide. On commença à l'appeler pour des jurys, pour des campagnes de sensibilisation, pour donner la parole à celles que la société réduit souvent au silence. Son nom devint associé à une résistance pacifique, la résistance par l'élévation, par la preuve, par l'action. Il y eut des moments où la dignité semblait presque fragile, comme une porcelaine exposée dans un habitacle. Amina le savait. Elle n'en fit jamais un étendard de supériorité. Elle préféra le transformer en levier. Elle fonda, avec des soutiens réels, une petite structure dédiée à l'accompagnement des mères et à la documentation des cas de double vie et d'abandon. La fondation, modeste au départ, offrit des conseils juridiques, des ateliers d'insertion, du soutien à la parentalité. Elle utilisa sa visibilité à dessein, non pour venger mais pour prévenir. Marc, dans tout cela, resta un appui discret. Leur relation prit la forme d'une alliance respectueuse. Ils partagèrent des silences, des repas, des décisions. Il n'y eut pas de triomphe conjugal spectaculaire. Il y eut le calme d'un choix mutuel. Construire un foyer où la loyauté se mesure en présence, pas en performance. Leur intimité se bâtit sur la confiance. Le fils d'Amina grandit entouré d'adultes qui disaient la vérité sans la dramatiser. Quant à Stéphane, la solitude prit une forme plus humaine que spectaculaire. Il connut l'isolement des actes reconnus. Il perdit ses amis, ses privilèges. Il fit face aux conséquences. Audience, rendez-vous d'explication, saisie. Dans un appartement désormais vide, il regarda des photos de famille qui n'étaient plus qu'un passé palpable. Il erra parfois dans des lieux où autrefois on l'acclamait. Il se tenait sur un balcon, et la ville le regardait sans complaisance. Un jour, dans un parc où l'on promène des chiens et où les vieux couples lisent le journal, il le vit, Amina, assise sur un banc, tenant son fils qui jouait. Elle était là sans éclat de star, juste présente et humaine, un visage dont la beauté venait d'un usage, celui d'une affection donnée. Il resta à distance. Il ne chercha pas à créer un spectacle. Sa parole, quand il la prononça enfin, fut brève, sans imploration ridicule. « Je n'ai pas su, dit-il, je n'ai pas été honnête. » Amina l'écouta, et dans la réponse qu'elle donna,
Il n'y eut ni vengeance, ni clémence aveugle. « Tu as fait des choix, dit-elle, et nous les avons subis. Tu dois répondre à ceux que tu as blessés. » Elle ne le rejeta pas comme un être abject. Elle le remit à ses responsabilités. Elle n'éleva pas la voix. Elle lui rendit la parole qui rend adulte. Les mois s'installèrent. La fondation prit de l'ampleur, et avec elle, une nouvelle forme de visibilité. Amina fut appelée à des tables rondes. Elle écrivit, elle parla à la radio. Mais chaque réussite fut tempérée par une conscience aiguë. Elle souhaitait que son parcours soit utile, pas seulement spectaculaire. Elle utilisa les ressources obtenues pour aider les mères à obtenir des preuves, pour faciliter des rendez-vous juridiques, pour soutenir des enfants laissés à l'angle d'un mensonge. Le succès devint un instrument de protection. La chute de Stéphane ne fut pas la fin d'un homme, mais l'occasion d'un regard sur la fragilité humaine. Il commença le travail long de réparation, non pas pour reconquérir une place sociale, mais pour affronter les conséquences de ses actes, reconnaître, payer, répondre. Il chercha parfois à participer aux réunions où l'on parlait de responsabilité paternelle. La porte ne s'ouvrait pas facilement. La société, ayant retenu la leçon, montrait moins de tolérance à ceux qui multiplient les vies cachées. Madame Céleste, quant à elle, connut un effritement de ses certitudes. La fierté qui l'avait conduite à modeler des vies selon des standards se heurta à l'évidence du désastre. Elle dut regarder sa famille en ruine et accepter que la morale des salons ne répare pas les cœurs. Il y eut des moments de compassion difficiles, des tentatives pour réparer des liens, et parfois des paroles trop tardives. Les vieux rituels de l'image finirent par perdre leur emprise. Il y eut des procès, non pas des pièces à la grandiloquence juridique, mais des procédures administratives et civiles. Nadia obtint une reconnaissance. Des droits furent négociés pour Youssef. Il y eut des arrangements financiers et des engagements confirmés devant huissiers. Les institutions firent leur travail. Vérification, compte rendu, décision. La justice, lente et ordinaire, se mit en mouvement. Cela ne guérit pas tout, mais cela posa des bornes. Les enfants eurent enfin des noms et des protections. La révélation explosive n'avait pas été un feu de paille. Elle eut des conséquences. La faillite d'un empire d'apparence, des contrats rompus, des familles recomposées. Mais la revanche que cherchait Amina n'était pas la destruction gratuite. Elle fut l'élévation d'une vérité qui fit reculer le silence et ouvrit des possibilités pour d'autres. On se souvint d'elle non comme d'une femme qui avait brisé un homme, mais comme d'une force qui avait transformé une douleur en service. Sur un plan plus public, la ville changea de conversation. Les magazines qui autrefois valorisaient une silhouette parfaite commencèrent à inviter des mères de vérité, des visages qui portèrent des histoires diverses. Les salons diminuèrent d'importance. De nouveaux lieux de parole émergèrent. Amina, qui n'avait pas cherché la célébrité pour elle-même, devint une référence dans l'accompagnement et la prévention. Sa fondation offrit des ateliers de documentation, apprit aux femmes à collecter des preuves, à protéger leurs droits. Elle créa un réseau d'avocats bénévoles, un système d'aide matérielle pour celles qui, un jour, furent expulsées sous la pluie. La catharsis ne prit pas la forme d'un triomphe spectaculaire. Elle fut une série de petits gestes, une inscription d'un enfant à l'école, un dossier accepté à la banque, une main tendue dans une nuit de froid, qui montrèrent l'effet concret d'une vérité admise. Les victoires étaient tangibles et humaines. Il y eut, au fil du temps, des procès internes chez certains qui jadis avaient applaudi l'image. On apprit à questionner l'éclat facile. Certaines amitiés se rompirent, d'autres se transformèrent. Le prix payé fut réel. Mais la ville, au bout, avait gagné une conscience un peu plus avertie. Le dernier acte, pour Amina, fut simple et sans éclat inutile. L'inauguration d'un centre pour mères et enfants, avec une plaque qui n'était pas une célébration personnelle mais un message clair. Ici, on écoute, on protège, on documente. Elle planta là des ressources, des personnes formées, des canaux légaux. Elle fit venir Nadia pour qu'elle prenne la parole, pour que le récit devint collectif. On parla de maternité, mais aussi de droits humains,
et de responsabilité partagée. Dans la foule, Marc demeura discret, sa présence étant l'espèce de loyauté qui ne demande pas de scène. Son soutien, comme tant d'autres, avait été essentiel. Stéphane, enfin, vécut ses heures de solitude. Il apprit l'humilité, non pas la posture spectaculaire, mais la lenteté d'un esprit qui doit répondre de ses actes. On le vit parfois dans des filets d'interviews, répondant à des questions administratives, assistant à des sessions où l'on tentait de réparer des dettes. La vie qui lui restait n'était pas une punition imaginaire, mais la conséquence d'une trame qu'il avait tissée. Il fit quelques tentatives pour se rapprocher de son fils, dans des cadres contrôlés par la justice. La route fut longue. L'histoire s'éloigna des fastes et entra dans l'ordinaire de ce qui se reconstruit. Amina ne fut jamais à la recherche d'une revanche amère. Sa vengeance, si l'on veut appeler cela par un mot, fut l'élévation, transformer la douleur en action, la honte en système de protection. Elle devint ce phare modeste et réel qui éclaire les chemins difficiles. Elle ne chercha pas à briser davantage. Elle bâtit des ponts. Elle resta ferme, oui, mais dans la mesure et la justice. Dans l'épilogue discret de cette période, la ville reconnut, à sa façon, le prix d'une vérité livrée. Les conversations changèrent, des législations locales furent réexaminées pour protéger plus efficacement les obligations parentales, et des réseaux d'aide se formèrent. La victoire d'Amina n'était pas un triomphe personnel sur un adversaire détruit, mais la création d'espaces sûrs pour d'autres. Les médias, après un temps d'excitation, mirent l'accent sur la suite, ce qu'on fait après l'effondrement d'une image. Un soir de pluie, quelques années plus tard, Amina sortit avec son fils. Ils passèrent devant l'ancienne villa. La façade avait moins d'éclat. Il y avait maintenant un panneau discret indiquant une mise en liquidation partielle, des signes d'un voyage à l'arrêt. Elle ne ressentit ni joie mauvaise ni pitié extrême. Elle ressentit une fatigue humaine et une certitude. Elle avait fait ce qu'il fallait. Elle prit la main de son fils, sentit la chaleur, la peau contre sa paume, et sut que la vraie victoire était dans cette présence quotidienne. Sur un banc du parc, elle rencontra une femme qui vint lui dire timidement « J'ai lu votre histoire. J'aimerais témoigner pour ce que j'ai vécu. » Elles parlèrent. Amina écouta. La conversation ne fut pas une scène de triomphe. Elle fut un échange simple, la preuve que la vérité porte des fruits qu'on n'imaginait pas toujours. Le secret explosif, dévoilé sous la lumière implacable d'un écran, avait bien enterré quelque chose. Non pas une personne, mais une construction mensongère. L'enterrement n'était pas une fête de la ruine, c'était la reconnaissance d'un mal pour mieux le guérir. La double vie avait été démasquée, les preuves avaient circulé, la justice avait agi à son rythme. Et au milieu de cette histoire de ruines et de réparations, Amina avait bâti un foyer, une fondation, une voie. Elle accepta les appels, signa des documents, accueillit des mères épuisées, proposa des solutions factuelles. Son fils grandit, entouré de repères vrais. Nadia devint une amie. Elles eurent des jours calmes, partagèrent des repas, rirent des choses banales. Marc fut à ses côtés, non pas comme un deus ex machina, mais comme un compagnon loyal. Stéphane resta dans l'histoire, parfois appelé à comparaître, souvent présent dans les commentaires, et parfois repensant à des erreurs. Son regard sur le monde avait changé, mais c'était à lui d'assumer. La ville, à la longue, apprit une leçon. Que l'apparence ne vaut rien sans la responsabilité, que la beauté vraie est liée à la dignité, que la maternité ne se sacrifie pas à un costume social. Et Amina, qui n'avait pas choisi la route de la haine, offrit son temps pour que d'autres ne subissent pas ce qui lui était arrivé. Sa vengeance avait pris la forme la plus radicale et la plus difficile. La construction d'un avenir qui protège. Avant de refermer ce chapitre, il y eut une cérémonie modeste. Amina, entourée d'amis et de familles aidées par sa fondation, posa la première pierre d'un centre de jour. Elle parla peu. Elle laissa la plaque être dévoilée, simple,
sans fioriture. Lorsqu'on lui tendit le micro, elle dit une phrase qui fut entendue avec justesse. La vraie victoire, ce n'est pas d'abattre quelqu'un, c'est de reconstruire des vies. C'était dit sans triomphe, sans revanche cruelle. C'était dit comme une règle moralement nécessaire. Et la ville changea lentement. On parla moins de robes et plus de protection. Quelques visages connus disparurent des soirées, d'autres apparurent dans les programmes de soutien. La mémoire collective conserva l'histoire comme un avertissement et comme un modèle. Il est possible de transformer la douleur en action. Et la vérité, une fois exposée, peut permettre d'enterrer non des êtres, mais des mascarades. À la fin, Amina regarda son fils jouer avec d'autres enfants sur la pelouse du centre. Le soleil perçait après la pluie, dessinant des éclats sur l'herbe. Elle posa sa main sur le bras de Marc, sentit la vie simple comme une certitude. Elle n'avait pas cherché la célébrité, elle n'avait pas désiré la vengeance maligne. Elle avait voulu la justice. C'était cela finalement, l'enterrement qui comptait, un enterrement de mensonges et un réveil de vérité, pour que d'autres mères et d'autres enfants vivent à l'abri des doubles vies. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'on peut se relever. Si vous vivez une situation similaire, cherchez de l'aide. Il existe des ressources et des associations prêtes à vous accompagner.